parle beaucoup de mindset, on y met tout, du dev perso, etc. Revenons juste à une chose. Pour moi, c'est simple. Tu vas te ramasser des patates matin, midi et soir. Il faut qu'on s'y prépare au niveau du projet, mais au niveau de ta personnalité. Tu ne peux pas aller briguer les Jeux Olympiques, faire le million et aller avec une préparation en short et en claquette pour les JO. Aujourd'hui, on est sur un entrepreneur de précarité. La majorité des entrepreneurs, dans les premières années, se rémunèrent moins de 750 €. On ne peut pas dissocier le business pro et perso. Pourquoi ? Parce qu'on a des obligations. Donc, l'équation, elle est simple. Tu peux investir du temps, tu peux faire des levées de fonds, tu peux lever de l'argent, mais au final, l'argent que tu rentres doit être supérieur à l'argent que tu sors et le delta doit couvrir ton salaire, ta rémunération et celle en fait de ton outil de production. L'entrepreneuriat, c'est comme une cocotte minute, c'est quand il y a des failles ou des blessures non guéries, va tellement mettre une pression forte que parfois, si tu ne décides pas toi de les affronter, ton corps, lui, il va mettre son disjoncteur. Bienvenue sur Désalarié, le podcast qui démystifie l'entrepreneuriat en partant à la rencontre de personnes ordinaires au parcours extraordinaire. Et aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Mokhtar. Bonjour Mokhtar. Bonjour Raj, comment tu vas ? Bien et toi ? Écoute, merci de m'inviter pour ce podcast. J'ai grand plaisir aujourd'hui d'être avec toi pour partager nos visions sur l'entrepreneuriat, Raj. Merci à toi d'avoir accepté d'échanger avec moi déjà dans un premier temps, que ce soit en off, mais aussi d'avoir accepté de partager ta vision au plus de personnes possible. C'est un véritable plaisir et je suis honoré en fait de faire partie du 22e, 23e invité de ce podcast. Exactement. J'en suis sûr que c'est un podcast qui a une ligne éditoriale qui, à mon sens, va du naturel démystifier l'entrepreneuriat pour pas aller revirer. Et je crois qu'aujourd'hui, ça va être un petit peu ça. Comme on dit chez nous, on va parler français, quoi. J'espère que tu vas m'aider justement à démystifier l'entrepreneuriat et casser justement un peu avec les fausses croyances qu'on peut avoir et parler en fait un peu de tout. Et ce que j'aimerais, si ça te va, c'est de parler justement de ce qu'il faut pour se lancer dans l'entrepreneuriat d'une manière large. Ouais, écoute, avec moi, tu vas être servi. Alors, je ne sais pas si tu vas avoir ce qu'il faut. On va plutôt parler aussi parfois de ce qu'il ne faut pas. Mais je crois que je suis un spécialiste du sujet de l'entrepreneuriat et mon angle de vision, c'est de partager les péripéties, les difficultés, les réalités qu'on dit peu dans l'entrepreneuriat. Je vais te sortir un petit peu quelques anecdotes qui me sont propres, celles que j'ai eu le plaisir aussi de partager avec des gens de différents horizons, en France, en Afrique, en Asie, en Amérique, et qui me permet aujourd'hui de me dire à chaque fois qu'il m'arrive une galère dans l'entrepreneuriat, il faut que je la partage au plus grand nombre pour éviter en fait que les uns ou les autres tombent dessus. Et je te remercie beaucoup, tu vois, d'aborder ces sujets-là, parce que comme je t'avais dit en off quand on s'est eu la première fois et qu'on avait échangé par rapport à cet épisode, c'est que quand moi j'ai commencé, je voulais qu'on parle de ça. En fait, je voulais montrer que l'entrepreneuriat, c'est pas tout beau, tout rose tout le temps, mais c'est ce qui fait partie en fait aussi de la quête entrepreneuriale et peut-être aussi, tu me diras, du kiff entrepreneurial. Et j'avais eu en fait quelques entrepreneurs et entrepreneuses au téléphone et finalement elles s'étaient rétractées parce qu'elles avaient peur que parler en fait des mauvais côtés de l'entrepreneuriat, pas forcément mauvais côtés, mais parler de galères qu'ils pouvaient avoir ou autres, que ça pouvait en fait déteindre sur l'image de leur entreprise. Alors que je pense que c'est important d'en parler non seulement pour les personnes en fait qui veulent se lancer, mais aussi pour que certains entrepreneurs, je reviendrai sur ce sujet-là aussi, puissent se sentir moins seuls quelque part. Tu as tout à fait raison. En fait, on est dans une société qui prend le tout réussite, les feeds Instagram bien finalisés, les belles success stories, un storytelling qui donne envie. Malheureusement, la réalité, elle est tout autre. En fait, on a chacun nos réalités, nos galères, vie pro, perso, nos évolutions en dents de scie. Et je pense que c'est une preuve de maturité, quelque part, de pas simplement rentrer dans là où on voudrait que tu nous racontes une histoire telle qu'elle est, d'assumer pleinement, en fait, ses hauts, ses bas, sans que ton estime de toi ou l'estime que tu as ou l'image que tu as sur ton entreprise ne soit dégradée. Parce que bien souvent, en fait, c'est l'homme ou la femme qui porte le projet qui est le vecteur de réussite, d'échec ou de vision.
Si toi, déjà, tu te sens bien dans tes bottes, dans tes Stan Smith pour le coup, il y a fort à parier en fait que quelle que soit en fait la réalité que tu vis, bah, t'en fais une force en fait. Et tu sais, l'entrepreneuriat, c'est ni plus ni moins qu'un révélateur de ce que l'on est dans la vie du quotidien. Et Mmh. je crois qu'on va insister là-dessus et pour ma part, tu peux être rassuré, hein, je porte le t-shirt de l'échec mon allié. C'est pas forcément une fierté, mais je l'assume en fait. Je Mmh. suis, entier, bah, tu me prends comme je suis, avec ma réalité, mes galères, ma vision de la vie, je le partage. Tu veux bosser avec moi, tu bosses, tu veux pas, c'est pas grave. Je dirais, je trouverai, d'autres clients qui, comprennent une chose, que l'authenticité, dans toute, sa dimension, ne réduit en rien, en fait, le personnage que je suis. Mmh. On va parler justement, de l'échec, mon allié, qui est aussi ton podcast. Est-ce que je peux te demander Ouais. justement de te présenter dans un Ouais. premier temps? Donc, Mokhtar Farhat, je suis, entrepreneur, engagé. J'ai fondé une association avec un ami, il y a de cela à peu près 18 ans, qui s'appelle My Créo Academy, dont aujourd'hui j'occupe aussi les fonctions de directeur général des opérations. Avec, Mohamed Hadou, bah, on a fondé en fait cette initiative pour partager avec le plus grand nombre, bah, ce mythe de l'entrepreneuriat. Moi, je suis né, à Djerba, dans une petite île dans le sud de la Tunisie, où j'ai, en 1978, ça fait belle lurette, né et je suis arrivé très tôt à Paris à l'âge de 4 ans. J'ai grandi dans une famille en fait, de commerçants. Mon papa en fait, qui est arrivé en France, lui, après quelques petits boulots, a décidé de devenir commerçant et donc depuis, l'âge de 6 ans jusqu'à dernièrement, qu'il nous ait quittés, bah, j'ai baigné dans ce milieu, très stimulant qui était le commerce, l'écoute des clients, les fournisseurs, et ça m'a passionné en fait et je baigne dedans, avec ces enseignements. Bien sûr, j'ai fait une école, mais l'école du hanout, la hanoutologie comme on dit dans le jargon arabe chez nous, c'est un sacré vécu et c'est une expérience humaine forte parce que tu apprends à une chose, c'est, quelles que soient les actions que tu mènes, quelle que soit la confiance en toi, bah, il y a aussi, des enjeux que tu ne maîtrises pas et accepter cette part de doute, d'incertitude, elle est, c'est un gage de réussite dans le business. Pour résumer, entrepreneur à impact, passionné d'entrepreneuriat, engagé dans le soutien des initiatives, notamment dans les quartiers populaires pour, soutenir l'entrepreneuriat. Depuis maintenant 18 ans, c'est à peu près 3 000 entrepreneurs accompagnés. On le fait aujourd'hui avec des partenaires étatiques tels que BPI France, dans des programmes qui visent à accélérer ces pépites parce que autant à l'époque c'était, entreprendre pour nous c'était un mystère, autant aujourd'hui c'est plus à la portée de tous. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est sur un entrepreneuriat de précarité. Mmh. Tu La majorité des entrepreneurs, dans les premières années, se rémunèrent moins de 750 €. Donc on est dans une forme de précarisation de l'entrepreneuriat, loin de Dubaï, loin Mmh. des deals à 10 K. Non, en fait, on est, très, très loin de cette réalité-là. On assiste, à un déplacement de beaucoup de gens sur un entrepreneuriat de nécessité et qui n'empêche qu'il faut relever, en fait, le challenge. Donc Mokhtar, engagé sur les sujets, d'entrepreneuriat à impact, passionné, par, le partage et avec une volonté de transmettre. Voilà. Mmh. Et là où tu as raison, c'est qu'en fait, ce qu'il faut rappeler aussi dans la réalité, dans l'entrepreneuriat, c'est que j'ai plus le chiffre exact, mais je crois qu'il y a pas mal d'entreprises qui ferment au bout de 2 ans d'ouverture et en fait, ça, on l'occulte beaucoup et je pense qu'il y a une part, en fait, là-dedans qui est liée aussi à la préparation qu'il faut avoir avant de pouvoir se lancer. Je sais que quand tous les 2 on avait discuté, tu avais dit qu'il faut être prêt à savoir dans quoi on se lance et tu avais évoqué une, je sais pas comment appeler ça, une théorie des 4D. Est-ce que tu peux en parler? Ouais, bien sûr. En fait, Dimitri Pivot, second souffle, une personne, avec qui, on a le plaisir de travailler dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle CapCréa, qui regroupe les 27 réseaux d'accompagnement à l'entrepreneuriat en France, qui agit sur l'ensemble du territoire et avec Dimitri, on se voit, de manière régulière
Et lors d'un séminaire, en fait, où on est 2 jours vraiment avec tous les acteurs, on avait une petite discussion comme ça et comme il sait que je suis très impliqué sur l'entrepreneuriat, auprès, des jeunes entrepreneurs dans leurs premières années d'activité, il me dit: «Mokhtar, tu sais, tu devrais les sensibiliser». Je dis: Ouais». Tu sais, second souffle, nous, on accompagne des entrepreneurs qui ont subi, finalement une liquidation, une fermeture qui s'est pas très bien passée, avec une perte de confiance, d'estime et finalement, on les retrouve amochés un petit peu, par des années de difficultés et parfois, c'est très complexe de rebondir. Je dis: «C'est vrai qu'on parle pas, en fait, d'une fermeture d'entreprise» et Dimitri me dit: «Mokhtar, tu sais, dorénavant, tu devrais sensibiliser en fait nos entrepreneurs aux spirales de l'échec». Je dis: «Ah ouais, c'est quoi ça?» Il me dit: «Tu connais les 4 D?» Je lui dis: «Non, je connais pas». Et ben en fait, c'est une spirale dans laquelle parfois des entrepreneurs s'entêtent, euh, ils foncent la tête dans le guidon sans jamais en fait se poser certaines questions et on voit se dessiner un schéma d'échec qui est vraiment nocif pour eux. Je dis: «C'est lequel?» Les 4 D pour dire, difficulté, dépôt de bilan, dépression et enfin divorce. Vraiment une spirale où on sent que l'entrepreneur, homme, femme qui porte ce projet, parfois peut, être conduit, dans une dynamique qui l'éprouve autant sur le plan du projet parce qu'il l'a pris à cœur et c'est pour ça qu'on aime à dire, les amis, en fait, c'est un modèle économique, c'est pas ton bébé. On a un lien parfois quand tu les entends, voilà, c'est mon bébé, c'est mon projet, j'investis toute mon énergie, tout mon temps et parfois, en fait, il y a une sorte d'assimilation entre le projet et la personne. Mmh. Si le projet a foiré, j'ai foiré. Si le projet a échoué, je suis un échec et c'est pour ça qu'il faut absolument leur ancrer dès le départ la distinction entre ce qu'on appelle le projet et le véhicule qui doit t'amener à un point A à un point B, qui ne doit pas être ta passion de vie, qui ne doit pas être ton gosse, qui ne doit pas être la résultante de toute ta personne, mais qui doit être ce qu'on appelle un véhicule. Un véhicule qui amène à avoir un modèle économique viable et rentable et qui n'est en rien en lien avec le socle sur lequel repose ce projet qui est ta personne. Et c'est pour ça qu'il faut démystifier carrément ce qu'on appelle la vie entrepreneuriale. Elle a un début, elle a une fin, elle a une intensité. Tu peux avoir plusieurs projets sans que cela te remette en cause. Ah, j'ai échoué, j'arrête. Non, mais si au premier projet entrepreneurial, ça ne réussit pas, ce n'est pas pour autant que tu ne peux pas faire carrière dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat est un métier où lequel on doit travailler un certain nombre de connaissances pour gérer un projet, marketing, commercial, gestion, compta. Et en dessous repose un socle qui est ta personnalité, ta capacité de persévérance, ta capacité de résilience, ton mindset, ton état d'esprit qui va forger ta capacité, parce qu'on le sait dans l'entrepreneuriat, bah, on est exposé au non et au refus et au rejet. Il n'y a qu'à regarder un commercial, entrepreneur, bah, il se ramasse des râteaux matin, midi, soir. Mmh. Il offre ses services, les gens ne font que dire non. Si ton estime de toi, en fait, elle est affectée par ces refus, tu vas créer ce qu'on appelle, tu as un gilet pare-balles, en fait, tu vas créer des fissures. Tu vas le prendre pour toi. Ouais, mais t'as vu, je l'ai relancé 5 fois, il m'a dit non. Ouais, mais c'est le job, en fait. Tu vois, c'est pas toi, c'est la nécessité de ce métier. Ne le prends pas personnellement. Et cette intensité émotionnelle, elle est tellement vécue dans une cocotte minute qu'on crée parfois finalement un lien fort entre toi et le projet. Et je dirais que parfois, bah, ça explose, hein. Le projet capote, difficultés financières, le regard des autres, le banquier, la liquidation, finalement tout un enchaînement qui fait effet boule de neige sur un regard qui est porté sur toi, sur le loser, Mmh. celui qui n'a pas réussi. Et ça, c'est dur à porter à partir du moment où tu donnes un avis fort à l'extérieur. Et je crois qu'en cela, l'entrepreneur, avec cette forme de résilience, bah, te confronte à quel est le poids de l'avis que tu donnes à l'extérieur, en fait.
Mmh. Est-ce qu'il va pouvoir influer en fait ta motivation? Et pour terminer là-dessus, sur ces 4D, c'est aussi de relativiser. Tu es le héros de ta série Netflix entrepreneuriale. À toi de dessiner le scénario. Mais on sait que le happy end sera d'autant plus sympa que le héros, au début, il était là, et il est Mmh. tombé. Mais faut-il encore pouvoir se relever, se retrousser les manches, avoir la capacité financière et de confiance en soi? C'est pas simple en fait quand tu as goumé une boîte ou que tu as pas réussi, de regagner la confiance des autres. Parfois dans le regard, tu peux avoir du dédain, ou parfois en fait une vision: «Mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là?» Donc en fait, à partir de quel moment, en fait, tu, te dis, «Vas-y, OK, j'ai merdé ça, je l'ai checké, donc j'en fais, en fait, quelque chose de positif, je me relance». Bah, bon nombre d'entre nous, on se dit, «Vas-y, laisse tomber». Certains m'ont dit: «Eh, tu sais quoi? L'autoroute entrepreneuriale, elle est, pour moi, pour les 15 prochaines années. C'est, une carrière. J'ai pas réussi sur ce projet, chut, je me gare sur, l'aire de repos entrepreneurial. Je me refais, je réfléchis». Tu parlais de Mohamed Camara, bah, c'est un petit Mmh. peu ce qu'il nous explique. Dans le jargon, on appelle ça un pivot. Je lui dis: «Tu mis combien de temps pour te reposer, pour un petit peu réfléchir?» Il me dit: allez, maximum 6 mois, pour relancer, dans un projet qui n'a rien à voir». Mais parce qu'il a en fait, cette compréhension qu'ont ceux qui sont les winners de demain, c'est de dire en fait: «Tu as vu, quand tu as lancé une boîte, forcément tu as gagné des badges», une sorte de gaming du business entrepreneurial. «Eh, tu as vu, le gestion, c'est bon. Comptage, je l'ai eu. Commercial, je l'ai eu. Ah mince, il me manque celui-là. Tu as vu, manager des équipes tech, je connais pas, ça je connais pas, ça je connais pas». Et bah, dis-toi que dans ta carrière entrepreneuriale, bah, à chaque fois que tu avances dans un projet, bah, tu es en train de valider des compétences entrepreneuriales. Et tu en sors plus fort à partir du moment où tu es pas affecté, je dirais, par l'écosystème qui est autour de toi. Parce que tu n'entreprends jamais seul, tu l'en fais dans un environnement familial, parfois bah, avec un conjoint, des enfants. Il y a des réalités, tu vois, qui te rattrapent, hein. C'est bien beau d'entreprendre, mais il y a le loyer à payer à la fin de Mmh. l'année, l'école des enfants, bah, les vacances, tu vois? Tout ça, mmh, t'oblige à, bah, faire des choix, en fait. Mmh. Et tu comprends qu'entreprendre, à un certain moment, ça devient un luxe. Est-ce que tu peux avoir un projet business qui permet, en fait, de pas, réduire tes ambitions? Parce que si c'est pour s'enterrer sur «je suis CEO de quelque chose», mais que ça ne se matérialise pas, c'est très, très difficile. Mmh. Voilà. Ce que tu soulèves et enfin, il y a pas mal de questions que ça va me faire soulever, mais il y a un point important que je retiens, c'est celui de l'ego. Mmh. Et tu as cité justement Mohamed Mmh. et quand on a discuté avec Mohamed justement sur les questions du pivot, mais aussi sur la question des États-Unis, pour moi, il y a 2 points en fait, qu'il aborde. C'est un, le pivot, ça a été au départ de se dire, ils savaient qu'ils devaient pivoter avec Thierry en fait, sur l'idée qu'ils avaient principalement, mais je pense que c'est un peu par une question d'ego, ils ont pas voulu le faire initialement alors qu'ils savaient qu'ils devaient le faire. Et après, derrière, il y a aussi le fait d'être allé aux États-Unis où la vision justement de l'échec, elle est pas vue comme telle et que on prône justement les entrepreneurs qui ont échoué en leur demandant, bah, pas qu'est-ce que tu as réussi, mais où est-ce que tu as échoué et comment tu as rebondi. C'est quelque chose en fait qui, je pense, a dû le débloquer, ce mindset un peu américain qu'ils avaient, que nous en France on voit pas comme ça parce qu'on est trop focalisé sur la perfection et l'excellence en fait. Hem, Tu poses 2 sujets légaux. Hem, il est il est où, le curseur, le bon curseur, entre confiance en soi, persévérance et obstination, face à un mur? C'est un vrai sujet, hein, c'est un vrai sujet. Il y a un indicateur fort, en fait, bah, c'est l'argent. Mmh. À partir du moment où tu mets en péril, où tu menaces, ta situation personnelle, heu, tu t'entêtes. Tu t'entêtes, il faut accrocher. Il faut pivoter, il faut changer de modèle économique. Il y a vraiment un curseur, en fait, c'est que l'on ne peut pas dissocier le business, pro et perso. Pourquoi? Parce qu'on a des obligations Mmh. et que, faire, le sacrifice pour soi, n'ayant pas, je dirais, de charges familiales, d'obligations, c'est plus facile.
Mais quand tu es engagé dans une responsabilité, avec une famille, avec des enjeux forts et cetera, tu es aussi, en fait, obligé de regarder cette partie-là. Donc le modèle économique, et sa rentabilité, sa viabilité, sa gestion à partir du moment où, entre guillemets, tu arrives à faire face à tes obligations financières, personnelles de ton foyer, que tu le mets pas en péril, même si tu ne payes pas des vacances et Mmh. cetera, bon là, c'est OK. À partir du moment où tu vas mettre en péril, je dirais, ou menacer, ton écosystème familial, faut que tu penses à changer de modèle économique et très, très rapidement et faire en sorte de rebondir. Quitte à retrouver un taf à côté, quitte à, te laisser parce qu'on a le poids de la responsabilité. C'est que, l'entrepreneuriat, pour certains d'entre nous, c'est addictif, on en parlait tout à l'heure. C'est un super moyen de stimuler, toute notre personne dans ces différentes dimensions et sur lesquelles on aspire. On parlait, des neuroatypiques, TDAH, hyper, HP, autisme ou tout ce que tu veux qui sont, dépendants d'une dopamine et qu'ils trouvent parfaitement dans cet espace de liberté hors cadre qu'est l'entrepreneuriat. Mais en même temps, cet entrepreneuriat, bah, il faut pas l'oublier, il a des réalités économiques. Les chiffres, c'est têtu et l'équation de l'entrepreneuriat, elle est très, très simple. En même temps compliquée, mais très, très simple. Le business, c'est de faire rentrer plus d'argent dans le mois que d'en sortir et l'argent que tu rentres, tu dois pouvoir couvrir ton salaire, l'outil de production et cetera. Donc l'équation, elle est simple. Tu peux investir du temps, tu peux faire des levées de fonds, tu peux lever de l'argent, mais au final, l'argent que tu rentres doit être supérieur à l'argent que tu sors et le delta doit couvrir ton salaire, ta rémunération et celle en fait de ton outil de production. Quand tu as compris ça, tu te dis vas-y, bah peut-être c'était pas le bon projet. Je peux pivoter, je peux switcher, mais en aucun cas je dois mettre en péril, je dirais, ma vie de famille et donc ma responsabilité. Et j'en rencontre beaucoup qui ont cette, pas tant l'échec du regard, mais cette frustration interne de dire: «Purée, c'est cette vie que j'ambitionne. Ouais, je suis obligé de trouver un taf alimentaire». Bon, et je crois que c'est aussi, beaucoup d'entrepreneurs le vivent, hein, notamment dans le monde de l'écosystème startup où on est là à être challengé, à pitcher, mais on crame beaucoup de carburant financier et finalement, ben, tu vois, c'est comme un joueur de casino. Il est dégoûté de plus pouvoir jouer, quoi. Il est mis de côté, il est ban, et c'est tellement frustrant, en fait, de plus pouvoir entreprendre et donc pour, reprendre un peu le sujet, l'entrepreneuriat, en fait, il a cette réalité, qui est propre et pour revenir à ta question initiale du pivot et savoir, quand est-ce que l'ego, on met où le curseur? Heu, il y a une forme d'ego, mais plutôt qu'on va le traduire sur, estime de soi, confiance en soi, persévérance, qui sont des ingrédients fondamentaux pour pouvoir faire face à ce business-là, à cette réalité-là. Le mot ego, quand il s'agit en fait de, dans sa version leadership, bah, c'est OK, parce que quoi qu'il en soit, si tu n'as pas confiance en toi, tu n'inspires pas confiance aux autres et tu n'embarques pas, dans sa version, je sais tout, je suis, le centre du monde, omnibulé et nombriliste, laisse tomber ça, tu vas pas faire long feu. Pourquoi en fait? Parce que dans le business, tu te fais jamais seul. Déjà en fait, tu entreprends seul, mais si tu ne trouves pas un clan, tu parles mot que tu as un clan. Ouais, une meute entrepreneuriale. On est des loups solitaires, mais dans une meute. Pourquoi? Parce qu'on est obligé de partager nos problématiques, notre état émotionnel. Tu as des problématiques d'associés, de collaborateurs, de finances, et cetera et quand on parle juste avec un café, avec un pote qui est dans le même monde que toi, avec la même vibration que toi, tu relativises en fait. Tu te dis: «Mais frère, c'est rien, tout le monde passe par là,
Et ça fait partie de la réalité du game. Donc, tu ne le prends pas pour toi. Et parfois, quand tu exposes un problème à quelqu'un, quand tu baisses la charge émotionnelle, il y a une lucidité. Donc, nous, on le met en place avec des binômes ou des codev. Moi, j'ai un pote entrepreneur que je challenge, qui me challenge et ce qui me permet d'avancer. Et nos discussions, elles ressemblent à rien. C'est un psy multiplié par un coach avec un mentor divisé par finalement en fait un poteau, tu vois. Mais c'est un petit peu l'état d'esprit que tu dois conserver. Parce que tu fais face en fait à beaucoup, beaucoup, beaucoup. Moi, dans mes différentes activités, je ne l'ai peut-être pas dit, je suis entrepreneur aussi. Je fais du conseil en développement, d'organisation. Je vois, en fait, je passe des fois des journées avec des entrepreneurs qui font je sais pas, entre 2 et 10 millions d'euros. Mais sa matinée, sa l'après-midi, c'est gérer des problèmes. C'est gérer des problèmes, quel que soit le problème, financier, RH, organisationnel, administratif, etc. Et en fait, sa journée, c'est ça. C'est quelqu'un qui doit apporter des solutions à une organisation. Et effectivement, bah, ça te pompe de l'énergie. Et le travail, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup? Et on en parlera tout à l'heure, tu payes un lourd tribut. Tu payes un lourd tribut. Et ce qu'on disait en aparté, c'est que, tu as vu, on peut être préparé avec tout l'écosystème pour un business plan, une renta, une équation de profit, un modèle économique, un seuil de rentabilité, un nombre de ventes. C'est magnifique ça. Et c'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas lâcher. Simplement, mon gars, tu vas aller dans l'autoroute de l'entrepreneuriat, comme on le disait, mais ton permis, c'est pas uniquement le véhicule, c'est la personne qui le conduit. Ta posture, ta capacité d'être ton premier VRP, embarquer dans un pitch les gens. Les gens, tu vas leur demander de pitcher, la majorité, ah, j'ai une boule au ventre, je peux pas, etc. Mais qui va parler à ta place? Ouais, mais t'as vu, les gens, ils vont ricaner sur moi, etc. Ok, network, conférence, 70 personnes, tu veux alpaguer le mec qui veut faire là-bas, qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas prendre, tu lever, tu vas dire bonjour, merci pour votre intervention, j'ai une question. On s'en fout de la question, mais ils vont te remarquer. Tu as créé du lien. Ah non, mais attends, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi, les gens? Et donc, on n'est pas assez préparé sur cette partie-là, cette composante. Et ce qu'on disait ensemble, on parle beaucoup de mindset, on y met tout, du dev perso, etc. Revenons juste à une chose. Pour moi, c'est simple. Tu vas te ramasser des patates matin, midi, soir. Tu vas faire en sorte de passer d'un gars qui est dans un A380 à l'arrière, en train d'attendre qu'on te serve sur ce volet Mirate, à celui qui conduit. Mais tous les boutons là, capacité à gérer l'échec, capacité d'absorber les non et les refus, rendez-vous de 9h commercial, le client dit ah, je ne suis pas intéressé. Rendez-vous de 11h, tu pitches 1h30, je ne suis pas intéressé. Rendez-vous de 16h, tout, tu vas trouver l'énergie pour avoir la même niaque pour convaincre. Ben, en fait, il faut faire en sorte de pouvoir avoir cette mentalité d'accepter le refus, d'être résilient, persévérant. Mais moi, on m'a pas appris ça, moi. Moi, on m'a appris à faire du taf en mode bourrin. Mais moi, aujourd'hui, bah, je vais te le dire, il y a un équilibre au niveau de ta santé, au niveau de ton alimentation, au niveau sportif. Il faut évacuer, en fait, toute cette charge émotionnelle, en fait. Bah, tu te prends des coups, des refus, c'est un ascenseur émotionnel. Un jour, tu crois que tu vas être millionnaire, le lendemain, en fait, tu as plus de 50 € sur le compte. C'est quoi cette vie? Donc, il faut aussi ne pas se laisser aller à l'émotion, ne pas réagir. Mais quand tu es tellement, en fait, stimulé, mis en situation de difficulté que, bah, à un moment ou à un autre, en fait, et je l'ai vécu, hein, le corps, en fait, il s'exprime pour toi. Ce qui ne s'exprime pas, s'imprime. Tu as des fois, et on le verra, ton corps, il dit: «Eh frère, tu as vu, disjoncteur, c'est bon. Moi, je peux pas, c'est trop. Tu nous obliges à faire ça, 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 ça». Disjoncteur. Et là, tu te ramasses, en fait, tu es alité, tu te dis: «Wesh, même pas 40 ans, je suis en salle d'opération». L'anesthésiste, il dit: «Monsieur, vous faites quoi dans la vie? Tu as tellement de taf dans ta tête, tu as tellement de projets, tu as créé cette boîte,
Tu sais même pas ce que toi-même tu fais. Tu es là, tu le regardes, tu fais directeur. Tu sais même pas c'est quoi directeur. Et tu dis, ma vie, elle est trop longue à t'expliquer, dis directeur. Et donc, ceci pour dire que la vie entrepreneuriale, il faut qu'on s'y prépare au niveau du projet, mais au niveau de ta personnalité. Tu ne peux pas aller briguer les Jeux Olympiques, faire le million et aller avec une préparation en short et en claquette pour les JO. Tu as forcément des entraînements réguliers qui vont te mettre dans une dynamique. Ces entraînements réguliers, c'est quoi? C'est la persévérance. C'est ta capacité. Moi, tu as vu, en fait, on m'a diagnostiqué un TDAH. Tu as vu la procrastination. La capacité de rien faire pour des sujets qui ne te motivent pas, où il n'y a pas de dopamine, c'est-à-dire la compta. Je pourrais planter 20 boîtes parce que j'ai la flemme de faire ça. Et on dit, ouais, mais Mokhtar, t'es juste fainéant. Non, c'est parce que je ne me connaissais pas. T'as vu, frère, le diagnostic, ça, si je l'avais eu il y a 15 piges en arrière, Dieu merci, Dieu m'a donné une belle vie. Mais il y a plein de tracas que j'aurais géré autrement. Je ne comprenais pas pourquoi je suis tellement stimulé par le lancement de projet, par la création. Les gens, ils ont une feuille blanche, eux, ils paniquent. Moi, la feuille blanche, elle m'excite de fou. On va pouvoir construire et embarquer des gens. En fait, les gens, ils voient rien, mais toi, tu vois la vision. OK, on a levé les fonds, on a lancé le projet. Là, il y a des équipes. Bah, ça y est, je m'ennuie, les gars. Comme ça, tu t'ennuies? Ça y est? Non, mais flemme. Flemme, rendez-vous, KPI, budget, flemme, mais vraiment flemme. Administratif, flemme. Commercial, ouais, cool. Recouvrement, flemme. Relancer, prendre la tête aux gens, etc. Tu comprends, en fait, c'est-à-dire que on est avec certaines aptitudes au niveau du socle entrepreneurial et on a certaines zones qui ne font pas partie de notre personnalité, sur lesquels le métier d'entrepreneur nous oblige à aller scaler, à aller travailler sur ces sujets-là. Et ça, si tu ne le comprends pas, bah, tu répètes des schémas de merde, en fait. Et je crois que là, pour nous, si on veut partager avec le plus grand nombre, c'est de dire, investis beaucoup de temps à challenger ton modèle économique, ton business plan, ton équation de profit, rends-la réaliste, mais travaille sur toi, sur ta personne, sur ta manière de gérer le stress, sur ta manière en fait de mieux comprendre, sur ta communication, sur ta persévérance, sur ton équilibre de vie. Et mon gars, une chose, tu as vu quand tu te lances dans un projet entrepreneur, t'embarques ta femme, tes enfants, un foyer, une famille, préviens-les. Préviens-les. Je rappelle que le dernier D, c'est divorce. Parce qu'ils vont dire, mais moi, j'ai pas signé pour une vie comme ça. J'ai pas... Les gens, peut-être qu'ils voulaient se marier avec un mec qui travaille Nidis, 9h, 17h, je rentre, jardin, etc. C'est quoi cette vie? Là, instabilité. T'as vu, en fait, ça veut dire que tu crées de l'anxiété dans ton entourage parce qu'en fait, on ne sait pas ce que tu fais. C'est tellement déstabilisant pour les gens qui ne sont pas prêts. Donc, les amis, ceux qui sont en couple, vous voulez que ça dure, ayez une pédagogie pour embarquer et prévenir, parce que vous allez les ramener dans un nouveau monde. Tu as vu Matrix, les pilules bleues et la pilule rouge? Les gens, ils ne savent pas c'est quoi les conséquences de la pilule rouge. Cette pilule rouge, c'est la matrice. Tu vois les choses différemment. C'est-à-dire, elle est basée sur de l'incertitude. Tu es obligé d'avancer chaque jour avec du flou, un brouillard épais. Et dans ça, tu dois pouvoir construire un foyer, construire une maison, aller en vacances, te projeter, investir. Quand ça se passe bien pour quelques-uns, ou que c'est tellement linéaire, bravo, et c'est la Success Story, tant mieux pour eux. Mais la grande majorité des gens, c'est pas ça l'entrepreneuriat. C'est des hauts, c'est des bas, c'est de l'incertitude, c'est du pivot, c'est on arrête. Mais t'as arrêté trop tôt. Et on discutait avec Mohamed, parfois, je lui dis, mais qu'est-ce qui te faisait tenir? Il me dit, t'as vu le schéma là qu'on voit sur Insta, sur LinkedIn, le gars avec la pioche qui renonce pas, mais il lui restait juste ça pour trouver l'émeraude. En fait, je me dis à chaque fois, vas-y frère, continue, perce. Donc en ça, l'entrepreneuriat va interroger ta capacité à persévérer quand tout te dit lâche l'affaire. Lâche l'affaire. Moi, je suis dans le monde, lâche l'affaire là.
Je reviens de certains échecs entrepreneuriaux, j'ai gagné de l'argent, j'en ai perdu beaucoup, j'en ai regagné. Lâche l'affaire, va te trouver un taf, va dormir tranquille. Pourquoi tu tentes? Parce que en fait, non, j'ai tellement capitalisé de connaissances, sur le business que je sens qu'il y a quelque chose à faire. On est tous dans l'idéalisation du gros coup, tu vois? Mmh. Et je crois que c'est un petit peu une mentale qu'il faut vraiment, dès le début, travailler cette partie-là parce qu'elle va te permettre, d'être en mode, discipline et image que je veux te donner, une anecdote, c'est les petits bonhommes dans nos têtes d'entrepreneurs. Mmh. Je sais pas si tu as déjà, ça, ce qu'on appelle le dialogue interne. Quand tu te fais des films sur l'entrepreneuriat, tu vis, finalement, de l'intérieur avec plein d'émotions qui cohabitent dans ta tête. Je te prends une image. T'as vu le dimanche soir, tu es là, tu es posé au calme, tu te poses sur, ton petit, téléphone et te vient une petite idée. Une petite idée, tu te dis de business, hein. Tu te dis: «Waouh, ah ouais, si j'achète ça à ce prix-là, je le vends à ce prix». Et le petit bonhomme là dans la tête, il s'appelle Monsieur Motivation. Celui-là là, il est incroyable. En moins de 2 heures, Monsieur Motivation, il dirait: «Attends, on va l'acheter en Chine, on va le floquer avec une marque. Eh, regarde la marque. Vas-y, demande à ChatGPT qu'elle te fait les images visuelles. On va pouvoir le vendre à, tant par mois, OK, tant à l'année. Ah, finalement, on se fait une marge de temps. Et à 23h30, tu es déjà millionnaire. À minuit, tu es déjà dans ton yacht à Dubaï en train de siroter et cetera. Si je vais faire quoi de ce genre? Bon, je vais acheter un pav à ma daronne. Ensuite, après, on va aller faire un tour du monde». Et tu dors avec, franchement, tu vois, une énergie, une vibe grâce à Monsieur Motivation. Tu te dis: «Ah, vas-y, demain matin, j'attaque». Demain matin, lundi matin, à 9h, il y a personne, frère. Il est où Monsieur Motivation? Tu l'attends, il vient pas. Après, tu entends ting, tu ouvres. Monsieur Discipline. Oh là là, laisse tomber, mec. Grave pas sexy, relou de service. Vas-y, OK, vas-y, rentre, on va bosser le projet, on va l'écrire. Le lendemain, mardi, Monsieur Discipline, 9h. Mercredi, 9h. Jeudi, 9h. Premier mois, deuxième mois. Finalement, avec Monsieur Discipline, le Mmh. projet, en fait, il commence à se construire. Il commence, en fait, à prendre au corps. Il a, en fait, une ossature. Et tu, sans te rendre compte, Monsieur Discipline a construit les bases d'une régularité qui crée ce projet. Tandis que Monsieur Motivation, lui, on le voit plus. Mmh. Mais c'est dans les premières, années d'activité, après 1 an, 2 ans de résultats, grâce à Monsieur Discipline, qu'il est là, il arrive, euphorique: «Eh, tu vu, c'est grâce à moi, t'as vu, c'est moi qui t'ai donné l'idée». Mais frère, t'étais où quand il fallait bosser? T'étais où quand il fallait, en fait, sous l'appui, ne pas renoncer, continuer? T'étais pas là, toi. Parce que Monsieur Discipline, en fait, il a un allié fort, c'est la persévérance, c'est Monsieur Persévérance. C'est lui qui fait en sorte que ce projet puisse être régulier. Il y a aussi une nana, sympa, mais il faut savoir lui parler. C'est Madame Lachance. Celle-là, tu la rencontres une fois dans ta vie, une femme incroyable. Tu as tout intérêt, en fait, à savoir lui parler et surtout à saisir l'opportunité. Te laisse pas un petit peu intimider, non mais qu'est-ce que je vais lui dire, et cetera. Madame Lachance, elle passe une fois dans la vie. Il faut saisir ces opportunités. Il faut oser sortir de ta zone de confort. C'est un petit peu les combos aujourd'hui sur lesquels on voit. Beaucoup se basent uniquement sur Madame Lachance ou sur Monsieur Motivation. Et il ne crée jamais de projet en fait solide. Si tu bases ton projet sur Monsieur Discipline, Monsieur Persévérance, il y a fort à parier que quoi qu'il en soit, ton projet prendra en fait forme et il permettra en fait d'atteindre tes objectifs. Voilà un peu ce que l'on vit aujourd'hui dans notre monde entrepreneurial, c'est que beaucoup sont sur une motivation, une émotion actuelle, mais aux premières difficultés, aux premières réalités, aux premières contrariétés, on ne tient pas. C'est comme la salle de sport où finalement, tu as motivé de gueux, tu as un 31-12 résolution de fou. Mais au final, très peu d'entre nous ont cette assiduité. L'entrepreneuriat, c'est pareil. Tu veux te préparer? Pendant que tu payes pas de facture, que tu as pas de charge, mets-toi en fait cette discipline en mode focus, en mode warrior. Et quand tu prends un projet, c'est cette partie-là. C'est ton temps, ton organisation doivent être millimétrées. Tu dois le maîtriser. Et je crois que plus tôt tu apprends cette rigueur,
plus tôt tu apprends à ne pas te faire embarquer dans des soirées, dans des événements, dans de l'amusement, il en faut, hein, mais quand il y a un horaire pour bosser, bah, il faut y aller. Pourquoi? Parce que quand tu es entrepreneur, tu sais ce qu'il y a? Il y a personne au-dessus de toi. Mmh. C'est un truc de ouf! Il y a pas de manager, il y a pas de directeur. C'est la peur du vide. Eh, tu vu lundi, si tu as pas cette auto-rigueur de te conditionner pour respecter, en fait, ton planning, il y a personne qui va venir le reprocher. C'est comme quand tu révisais les examens. Bah, nous, tu as vu frère, c'était le dernier jour à la dernière minute. Mmh. Mais en entrepreneur, ça ne paye pas. Mmh. C'est cette régularité, cette assiduité qu'il faut absolument motiver, faire en sorte que tu puisses, bah, avoir ces caractéristiques. Donc, un conseil pour celles et ceux qui sont aujourd'hui salariés, qui, parfois ambitionnent, prenez ce temps-là pour formater votre cerveau et vos habitudes. C'est tes habitudes qui vont te donner, en fait, cette réussite. Le reste, la technique, tu l'apprends, etc. Mais le socle entrepreneurial, ce mindset-là, bah, franchement, tu peux très bien le travailler avant même de devenir entrepreneur. Je te conseille vraiment de se fortifier cette partie-là. Et ça va être les ingrédients du succès. OK. Tu crois ou pas en l'intuition ou l'instinct? Écoute, très bonne question. J'échange beaucoup avec certaines personnes sur ces 2 sujets. Hem, de ce 6e sens entrepreneurial, de cette capacité à lire, et je dirais que je vais te donner une réponse qui résume bien, en fait, maintenant ce que les uns et les autres, parce que je pose beaucoup cette question sur j'ai déniché un local de fou, je sais pas, je le sentais, je me suis mis là-dedans et bim, ça a réussi. Je l'ai pris à un loyer de fou, de misère et finalement derrière ça a été une success story. Je l'entends beaucoup en fait et je me dis: «Mais est-ce que finalement, l'instinct suffit dans le business, cette intuition, ce sixième sens, cette acuité en fait à aller, sentir les choses?» Je pense qu'il y a une dimension, heu qui est fondamentale là-dessus et c'est elle qui nous anime. Mais en même temps, elle doit passer, de plus en plus sur, les lunettes et le prisme des chiffres. Mmh. C'est-à-dire que le combo des 2, une bonne intuition, un instinct, tu sens les choses, mais tu le passes à la moulinette des chiffres, renta, risque, viabilité, c'est magnifique. Il y en a, ils sont trop risques, ils passent à côté de super opportunités. Il y en a, ils sont trop intuition et ils se gamellent de fou malade. Donc le combo des 2, hein, il est in il est fondamental dans le business. C'est-à-dire ne pas, dès le début, être fermé à ces sujets-là, mais les passer par une moulinette et comme on le dit, hein, vaut mieux passer à côté d'une bonne opportunité que d'en faire une mauvaise. Mmh. Ça vaut pour les investissements, mais en fait, c'est ces 2 pieds qui sont les 2 pieds qui finalement te permettent de marcher dans l'entrepreneuriat. Aiguiser ton intuition, être à l'écoute, faire confiance de plus en plus à ton instinct et passer à la moulinette en fait, etc. Parce que parfois l'instinct, moi je le vois, il t'envoie des alertes, mais en fait l'émotion, les gens, mais non, etc. Ils vont les éteindre en fait Mmh. et ils l'éteignent. Ensuite, après, l'instinct, il est conditionné beaucoup par ton subconscient et ton vécu. Si tu t'es gamellé, ou tu as Tu vu prends des plus de échecs, précautions. ou tu as été structuré par certains traumas de vie, ton cerveau, en fait, il y a ce qu'on appelle des schémas neuronaux qui sont intuitifs, ce qu'on appelle les biais. Donc, en gros, en fait, inconsciemment, tu te dis: «Ah, c'est une arnaque». Mmh. Parce que tu as eu une histoire de ce type-là qui a été formatée. Donc, quand ça a ces caractéristiques, c'est toujours une arnaque. Donc, ce qu'on appelle les biais, bon, des fois, ils sont là pour nous protéger, hein. Le cerveau, il a horreur, en fait, des choses qu'il ne maîtrise pas. Donc, finalement, lui, il va essayer de les rendre intelligibles et donc, il va les faire rentrer dans un modèle. Mmh. Si malheureusement, ton modèle, c'est que foirer, 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 bah forcément, tu vas voir, etc. Donc, pour éviter de rentrer soit dans des biais où te tu t'écartes de certaines opportunités ou alors, de l'autre côté, certains biais du joueur, de casino qui sent que ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Je pense qu'il faut les 2 pieds. Le premier est suivre son intuition, la formater, la travailler et le passer à la moulinette des chiffres, de la renta, des estimatifs, de l'étude. Ça nous permet de donner en fait,
deux sons de cloche qui peuvent permettre de te donner un avis avisé sur le sujet. Mmh. Tu vois, moi, ce qui ressort beaucoup, tant quand tu as parlé du postulat de base avec le commerce ou même aujourd'hui sur l'entrepreneuriat, pour moi, il y a un aspect qui est quand même profondément humain, en fait, in fine. Et ce qui est dur, tu vois, c'est que tu disais, il y a quand même un socle qui est lié du coup à ta personnalité. Et quand on a discuté pour la première fois, tu me disais aussi que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose en fait qui accentue toutes les parts de ta personnalité quelque part. Et ce que je pense qui est difficile, c'est que non seulement du coup tu as ces parts de personnalité qui sont accentuées, et quelque part bah, tu as ton socle de personnalité, ton entreprise, la rationalité, quand ça s'accentue, en fait, à un moment, ça vient un peu se mélanger, Ouais, etc. ouais. Et c'est ça qui doit être dur, en fait, de prendre le recul aussi et la rationalité de te dire, bon, bah, si je veux faire le bon choix, des fois, il faut que je reste rationnel et que ce point accentué que j'ai, ou même parfois l'intuition que je peux avoir, si au niveau chiffre, ça passe pas, eh ben, il faut que je fasse attention. Ça doit être un gros Ouais, warning. ouais, ben, on le fait pas souvent, moi non plus, hein, je le fais pas, hein. C'est pour ça que parfois je me gamelle. C'est-à-dire que, mon intuition, va me dire quelque chose. L'environnement dans lequel je suis embarqué émotionnellement me dit autre chose et les données en ma possession me permettent pas de prendre un avis. Et le problème, c'est que, dans le business, en fait, tu prends des décisions matin, midi, soir, des petites Mmh. comme des très grandes. Mais tu restes dans, un élément fondamental, c'est la confiance. La confiance dans l'information qui t'est donnée, la confiance dans les tiers avec qui tu bosses, partenaires, associés, clients. Et là, je l'ai appris avec, du recul, des fois, en fait, entre ce que les gens te disent et la réalité, il y a un écart. Toi, tu fondes ton opinion en partant du principe que tout le monde dit la vérité. Mmh. Les gens, c'est des gros menteurs. Fini de fous malades. Ah ouais? Mais Mokhtar, c'est quoi cette perception-là? Non, en fait, c'est que c'est malheureux à dire, mais c'est que c ça reste des flux financiers. Mmh. C'est pas, la maternelle, les potes, les amis, ça reste de l'argent. Le monde économique, il est, parfois, il fait ressortir les plus gros travers des gens. Tu vois la véritable nature humaine pour de l'argent. À mentir, à falsifier les choses, à arnaquer, donc tu vois c'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est une quête de sens. Parce que tu vois tout en fait, il y a et l'un des enjeux, on le sait, hein, qui attire le plus les gens, bah, c'est le pouvoir, c'est l'argent et l'argent, dans le business, c'est un révélateur. Tu prends, en gros, toi, tu vas gérer ta boîte, tu fais du conseil. On dit: «OK». Tu fais de la presta, tu signes un contrat et en gros, tu vas gérer ton tableau de trésor. Tu fais tes recouvrements, tu as tes salariés à payer. Tu te bases en fait sur un système de confiance. Mais quand le mec il te dit: «J'ai fait le vire» et qu'il a pas fait le vire et qu'il te sort des histoires farfelues et cetera, toi tu le crois en fait et tu dis: «Ouais, c'est bon, il a dit qu'il a fait le vire. Donc c'est bon, j'ai mon tableau de trésor». Mais les gens ils mentent. Mais toi tu te trouves en difficulté financière, à assumer en fait des responsabilités parce que le cycle financier n'a pas été, honoré par le gars et tu te rentres dans une situation financière critique. Tu as tes collaborateurs qui te mettent la pression. Tu te dis: «Mais en fait, c'est pourquoi il m'a mitonné lui, en Mmh. fait?» Tu vois, en fait? Donc en réalité, tu as vu, il faut se préparer à cette partie-là. Le côté très crédule, tu es très, faut enlever cette partie-là et le plus compliqué, c'est de d'enlever de ta dimension du socle, ton empathie. Mmh. Oh purée! Ça là, ça a été l'un des facteurs les plus dommageables dont le business, c'est moi en réalité. «Ouais, tu vu Miskin?» «Mais toi, t'es pas Miskin toi? Toi aussi tu dois faire fa» «Ouais, mais t'as vu, moi je peux me refaire, mais lui, mais arrête lui aussi!» Donc il y a vraiment en fait, il faut et c'est très compliqué d'avoir ta propre personnalité
avec, je dirais, ta manière d'interagir avec un côté très humain, très valeur, et cetera, et un monde du business où c'est, numérique, financier, pur et dur. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à switcher dans ce monde-là. Je transposais beaucoup ma réalité, et cetera, et parce que je crée du lien, en fait. Je crée du lien, j'aime bien, je suis embarqué dans les dynamiques. Et à plus d'une fois, en fait, ça m'a été, dommageable et reproché. Mmh. Dommageable, pourquoi? Parce que je l'ai vécu, et reproché parce que les tiens, je comprends pas, et cetera. Lui, il a pas payé, et nous, et cetera. Parce qu'en fait, tu es dans une aventure, toi, entrepreneuriale, qui te stimule, pas que financièrement. Alors que pour les autres, mon gars, en fait, c'est du business. Ils sont là Mmh. pour l'argent. Et l'appétence à l'argent, elle n'est pas, on n'a pas tous la même relation, tu vois? L'autre, il peut mentir, voler, truander, mentir, tout. Fais-moi juste le vire. Mmh. Et toi, en fait, tu es là, tu te dis: «Oh, on joue pas avec les mêmes règles», et en fait, c'est un environnement qui est très, très, très complexe au niveau personnel. Donc il faut avoir, cette capacité à prendre de la distance. Moi, frère, j'ai créé une boîte mail, Corinne de la compta, frère. Mmh. Elle envoie les recouvrements. «Eh, Mokhtar, j'ai reçu un mail, et cetera. Ah, tu vu, elle, si, tu fais pas le vire, elle va déclencher l'huissier, j'y peux rien». Alors qu'il y avait personne. Boîte mail arobase Corinne, compta, de la boîte, que je dirigeais. Parce qu'ils m'ont rendu fou! Mmh. Ouais, pour avoir le détachement, en fait. Ouais, il faut avoir le détachement, sans casser les relations commerciales avec, le côté, corporate, comptable, tu payes pas, on te coupe les trucs. Mmh. Moi, on m'a pas appris ça, moi. Donc, tu vois, en fait, tu amènes, toute ta personne là-dedans, et il faut préserver cette partie-là. Après, tu gravites matin, midi, soir dans un écosystème d'entrepreneurs. Donc forcément, tu traînes avec eux, tu vas te lier d'amitié avec eux, tu vas peut-être partir en vacances avec eux, ce qui fait que ton cercle d'amis, il évolue, hein. Mmh. Il évolue. Moi, en 15-20 ans dans ce milieu-là, j'en garde peut-être un ami qui soit pas dans cet écosystème, Mmh. tu vois? Ça veut pas dire qu'il y a pas de trahison. Eh, c'est Dallas et en même temps, Santa Barbara, ces histoires-là, tu vois? Mmh. C'est, non, mais c'est passionnant, c'est une vie particulière, mais il faut être vraiment, averti de ce qui va arriver, en fait. Mmh. Ce que j'aime beaucoup avec Ouais, la vision que tu as, ouais, c'est un retour à soi, en fait. ouais, Et je vais passer du coup sur la dernière partie qui est très introspective, ouais, beaucoup plus que ce que tu fais déjà. ouais, Et si tu le veux bien, j'aimerais bien revenir sur un événement que tu as eu et dont on ouais, a parlé déjà un peu tout à l'heure, sur, la capacité, je vais dire, à tanker, et aussi, bah, le corps, tout simplement. Parce qu'il t'est arrivé un événement important le 31 décembre 2022, dont ouais, tu as parlé tout à l'heure. ouais, Je vais le citer rapidement si tu mmh, le permets. ouais, Tu disais à l'intérieur, c'est le chaos, des explosions d'émotions, des peurs, des doutes, des crampes au ventre. J'ai cru pendant des années que je gérais. En réalité, j'avais juste appris à tout contenir. Le 31 décembre 2022, pendant que tout le monde faisait la fête pour le nouvel an, moi j'étais à l'hôpital pour une opération en urgence. Je suis resté alité pendant 2 mois après ça. Pourquoi? Parce que mettre sous le tapis les émotions, ne jamais s'arrêter, croire qu'on n'a pas le temps, c'est le meilleur moyen pour que le corps parle à ta place. Et crois-moi, quand le corps parle, c'est rarement en douceur. ouais. Je pense que tu as mis le doigt là-dessus, où tu vois mon cheminement, ces dernières années, il est parti du haut, où j'étais quelqu'un qui était très focus projet, chiffres, business plan, à beaucoup me concentrer maintenant sur le côté, immatériel et personnel et émotionnel. Hem, Cette introspection, en fait, l'entrepreneur, elle t'y oblige parce que en fait, elle m'a obligé à me comprendre, à trouver des réponses, et pendant beaucoup de temps, j'ai géré les émotions en les bloquant. Mmh. «Eh, tu vu, truc de nana ça, qu'est-ce que tu me parles?» Nous, un homme, ça pleure pas, ça fait face aux problèmes, les gens te font confiance, tu dois montrer que malgré toutes les tempêtes, tu fais face. Donc c'est des biais, hein, c'est un enseignement, et
Et il m'est arrivé un épisode enfin 2 épisodes marquants qui, m'ont vraiment affecté de l'intérieur, mais dans l'extérieur, en fait, ça ne traduisait pas. Pas au niveau, simplement business, mais au niveau personnel. Et j'ai perdu mon papa en septembre 2019 et et c'est là où je veux dire que la gestion des émotions, chacun de nous, en fait, il la gère. Moi, quand j'apprends la nouvelle, il était revenu l'été et chose, rarissime, il monte, sur Paris alors qu'on était en plein mois d'août. Normalement, on se rejoint tous, en Tunisie et en me disant: «Non, il faut que je dise, pas je passe des messages à des amis, il faut que je leur dise au revoir». Je comprends pas, tu vois? Donc il monte à Paris, on passe un petit peu quelques semaines ensemble, un match de foot avec toute la famille et à ce moment-là, il me dit: «Mokhtar, tu veux bien venir avec moi à Djerba? J'aimerais faire le voyage avec toi retour», tu vois? «Tu vu frère, tu es engagé dans 3 4 projets, ton timing il est» mais il y a des phrases et des moments où tu dis: «Oh là là là, faut pas que je loupe, hein». Mmh. Je dis: «Ouais, ouais, pas de souci, j'ai tout annulé, tous les rendez-vous, je vais prendre le temps». Je vais avec lui et on passe, 3 jours à Djerba. Il me fait le tour des oliviers, voilà tes oliviers, voilà le terrain, tu feras attention à tes frères. Je dis: «Papa, tu me fais quoi là?» C'est comme si en fait, des consignes d'après moi. Je dis: Les oliviers, on va les gérer ensemble, on va faire la cueillette», et entre guillemets, il a 74 ans, encore jeune, tu vois? Mmh. Et donc je rentre à Paris, les embrassades et cetera et j'arrive le vendredi, je m'en souviens, un ami, j'apprends que c'est, la prière mortuaire de son papa. Je viens, je suis au cimetière et je vois un petit peu, toute cette situation-là, en fait, tu vois? Et je me dis: «Mais imagine, c'est toi demain, ton papa» et cetera et le lendemain, 20 h samedi, je suis chez moi, mon frère m'appelle, me dit: «En fait, je file à l'hôpital, papa vient de faire une crise cardiaque, il réagit plus». Bon, moi, ni une ni deux, je prends mon billet, pour la première heure, ma femme m'avertit qu'elle a reçu un coup de fil me disant qu'il était mort et donc bah, tout le monde rentre, je fais le deuil. Mais c'est là où je veux dire, c'est que tu as vu l'émotion? J'étais en mode robot. Tu ne te connais pas que quand tu es face aux épreuves et pas une larme, pas une larme. C'est-à-dire, en fait, tu as vu, c'est faire face, mode automate. En fait, j'avais géré le business toute ma vie comme Mmh. ça. C'est-à-dire, on m'a je sais pas, je voyais mes frères, mes enf mon fils, ma femme, tout le monde en larmes. Il y a pas une goutte, elle voulait sortir en mode, je dois appeler, je dois organiser, on doit faire le deuil, la sépulture et là, le lavage mortuaire et cetera. Je reviens, pareil. Tu sais, comme mon cerveau, en fait, quoi, c'est comme si, il avait fait un déni en mode, et cetera et effectivement, il m'est arrivé quelques péripéties au niveau business, mais la période 2019-2022, elle a été gérée différemment. Elle a été gérée différemment, c'est comme si j'avais une armure qui avait une vulnérabilité et à force de mettre tes émotions en dessous d'un tapis, en dessous d'un tapis, en dessous d'un tapis, de pas les accepter, d'en faire, une faiblesse, de te dire que ça va me nuire, que et ben, en fait, ton corps, hein, il emmagasine, il enregistre et je me rappelle, parce que je le mets en tension au niveau business, j'étais, avec My Hero Academy où Mohamed me demandait de revenir avec un temps plein. J'étais associé à un cabinet d'expertise comptable, j'avais une boîte de conseil, j'étais engagé sur une quatrième boîte. Donc il fallait que je choisisse. J'étais incapable de choisir et la date d'échéance, c'était le 31/12. Ça avançait, ça avançait, ça avançait et moi, ça me stressait et cette accumulation d'émotions, de mettre sous le tapis, d'enjeux, de peur, d'incertitude, de frustration, de «tu pas fait le deuil», de tout ça, ah bah, le corps, frère, en fait, il a explosé en Mmh. vol. Covid, infection, côlon, truc, opération, urgence, bloc opératoire, comme si le corps te disait: «Frère, prends le temps, prends le temps».
Prends le temps, en fait, d'accepter ces émotions-là. Prends le temps, en fait, de dire que tu es pas invincible. Prends le temps de comprendre que pleurer, ça ne fait pas de toi un homme moins fort. Prends le temps, en fait, de pouvoir te ressourcer pour affronter cette réalité-là. Et je crois que l'entrepreneuriat, c'est comme une cocotte minute. C'est quand il y a des failles ou des blessures non guéries, bah, va tellement mettre une pression forte que parfois, si tu ne décides pas toi de les affronter, bah, ton corps, lui, il va mettre son disjoncteur. C'est des cancers, c'est parfois des maladies que tu vas somatiser parce que finalement, en fait, tellement embarqué dans une frénésie de l'action pour éviter de réfléchir, de te mettre face à tes peurs, face à tes émotions, et que tu vas faire une surstimulation de l'action comme quelqu'un qui va être camé à l'adrénaline pour effacer la douleur qui sous-tend cette réalité-là. Et l'épisode qui est après, c'est que pendant 2 ans et demi, j'ai fait un gros travail de compréhension de moi, en fait, hein, de pourquoi on est arrivé là, de cette frénésie de l'action comme pour doper, pour pas se mettre face à ses peurs, face à cette réalité, d'avoir fait le deuil, de cet être cher qui est parti, parce que finalement, il y avait une symbolique forte, cette volonté d'entreprendre. En fait, tu le faisais pour toi, mais tu le faisais aussi pour son regard qui n'est plus là aujourd'hui. C'est un sentiment inachevé de ne pas avoir pu finalement d'être sur le finish avec lui, tu vois. Et tous ces sentiments-là, bah, quand ils se mélangent, quand tu n'y prends pas le temps, bah, finalement, en fait, tu fais ce qu'on appelle en PNL une stratégie de fuite en avant et une stratégie d'évitement. Et cette stratégie d'évitement, pour moi, c'était une suractivité pour effacer en fait une douleur qui était là. Et bah, je crois qu'on en est beaucoup dans le monde entrepreneurial, à une frénésie de l'action pour ne pas se poser face à nos émotions. Aujourd'hui, c'est différent. J'ai entrepris une quête depuis 2 ans sur mieux me comprendre, mieux m'asseoir avec mes peurs, essayer de les nommer, qui ne me bloquent pas, accepter que parfois, bah, t'es humain, ça n'enlève en rien, en fait, ta virilité ou je dirais ton côté homme. Et ça fait partie de ma personnalité. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'en parle beaucoup plus librement, autant même sur l'échec, que ça soit sur les déceptions, que ça soit en fait sur les difficultés, sur ses craintes, parce que parler d'émotions dans le business, qu'est-ce que tu nous racontes? C'est un truc de nana, frérot, vas-y, on fait de l'argent. Non, pour faire de l'argent, comme tu le dis, il y a une nécessité de mieux se comprendre. Parce qu'à terme, c'est dans quel état tu seras avec cet argent. Je pense que c'est là un peu le sujet. Je te remercie en tout cas d'avoir accepté de partager cette tranche de ta vie et puis aussi tout ce que tu m'as apporté et tu vas apporter, je suis sûr, aux personnes. Pour tous ceux qui ont apprécié notre échange, elles peuvent te retrouver où? Bah écoute, je poste régulièrement sur LinkedIn, sur mon profil de manière régulière, Mokhtar Farhat. Et comme toi, j'ai le plaisir de recevoir aussi beaucoup de personnalités sur le podcast L'échec mon allié, qui peuvent retrouver sur Spotify ou sur YouTube. En tout cas, moi, un vrai plaisir d'avoir eu cet échange-là avec cette volonté de comprendre et pas simplement de valoriser les success stories comme on pourrait l'avoir, mais plutôt d'aller voir des gens, comme tu dis, ordinaires, qui peuvent avoir un destin pour eux qui est extraordinaire aussi. Et je crois que c'est cette humilité qui te caractérise et j'aurai grand plaisir de suivre tes prochains épisodes qui, je l'espère, seront nombreux. Merci beaucoup, Mokhtar. Merci, Raj.